Salut, bienvenue pour une nouvelle interview de Incarner ses valeurs. Aujourd'hui, je reçois Marc Perugini et lors de cette interview, on a parlé énormément de choses sur la valeur de la liberté. Comment est-ce que l'on fait pour incarner sa liberté? Eh bien, Marc nous a parlé entre autres de la notion de liberté d'enfermement, comment justement on fait pour ne pas tomber dans le piège d'incarner une valeur et de rester bloqué justement par cette valeur, de s'enfermer dans un cadre et dans lequel on ne ressentirait plus justement de la liberté. Il nous a parlé de sa vision de la respiration, de cet état dans lequel on passe du relâchement à la tension et comment est-ce qu'on fait pour fluctuer entre ces deux lorsque justement dans les situations de vie on peut se ressentir tendu, on peut ressentir justement un enfermement. Comment est-ce que l'on fait pour sortir de ce genre de situation? Il nous a parlé aussi de la notion de peur et de vouloir toujours être au contrôle, de vouloir toujours tout contrôler. Il nous a parlé de sa vision de mettre justement des balises sur nos peurs, de les voir comme justement des points d'appui sur lesquels on peut aller et tendre vers beaucoup plus d'harmonie dans sa vie. Il nous a parlé des différentes expériences de vie qu'il a pu avoir, comment lui il est parti pousser son corps à la limite pour justement trouver sa véritable liberté, comment est-ce qu'il a pu, lui, à travers différentes expériences de souffrance, trouver cette liberté et surtout, il nous a parlé qu'aujourd'hui, le monde change et qu'il n'est plus nécessaire de passer par la souffrance. Énormément de tips, de conseils dans cette interview. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ça commence maintenant. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. On est jeudi et le jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui pour moi vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il me vient pour moi du constat qu'en développement personnel, on parle souvent d'identifier ses valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée donc, à travers ces interviews, est que différentes personnes vous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour vivre une vie en accord avec ces valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Marc Perugini. Marc qui est spécialiste du transgénérationnel, psycho-énergéticien et alchimiste de la relation à soi. Il est aussi le fondateur de l'association Thérapie et entendez ici Joyeuse Terre. J'adore ce jeu de mots. Et Marc est aussi une personne que j'ai eu la chance de côtoyer lorsque j'étais à l'île de la Réunion, avec qui j'ai pu avoir une séance de thérapie et aussi j'ai participé à un atelier sur le transgénérationnel. Et ce qui m'avait marqué chez Marc, en fait, c'est vraiment cette générosité et l'équilibre qu'il met dans sa pratique. C'est-à-dire que dans les accompagnements que j'ai pu recevoir de lui, c'est qu'il y avait souvent un cadre qui était bien posé, mais une liberté dans ce cadre dans laquelle on fluctuait avec fluidité et on se sentait vraiment en confiance. Et c'est vraiment ce qui m'avait marqué chez toi, Marc. C'est vraiment toute cette humanité que tu as, cet amour justement que tu mets dans tes accompagnements. Et forcément, lorsque j'ai commencé à chercher des personnes pour pouvoir parler de ce thème d'incarner ses valeurs, ton nom, forcément, m'est venu directement dans la tête. Donc, Marc, bonjour et merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand plaisir, Gaël, de te retrouver et de pouvoir, grâce à la technologie, partager ce moment avec toi à 10 000 kilomètres. Yes. Voilà, nous, on a la nuit qui vient de tomber et vous êtes encore au point du jour. Exactement, ouais. D'ailleurs, ça fait, au moment où on enregistre, on vient juste de changer, on va dire, d'heure aussi pour nous. Et ça fait vraiment bizarre, moi, à 19h, il fait encore jour et tout. Enfin bref, le temps que je m'habitue à cette nouvelle vie que j'ai. Du coup, je me suis permis de te présenter. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais rajouter dans la présentation que j'ai faite? Non, je pense que c'est pas du tout le sujet. Et, je pense que le plus important, c'est vraiment cet échange que l'on va avoir sur la notion de s'harmoniser avec nos propres valeurs. Le reste, c'est tout ce qu'on se raconte. Ouais, super. Bien, du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Et justement, pour préparer un petit peu cette interview, je t'avais posé une question. Je t'avais demandé quelles étaient pour toi, quelles étaient aussi les valeurs qui étaient les plus importantes et celles qui te tenaient à cœur. Est-ce que tu pourrais nous partager cela, s'il te plaît?
Oui, d'ailleurs, c'était très amusant parce que ta première question, quand je l'ai reçue, je t'ai répondu de but en blanc, la liberté, l'amour et la joie. C'est vraiment ce qui m'a traversé sans filtre. Mhm. Et ce sont des valeurs que j'essaie de colporter. Je dis bien j'essaie, parce qu'il y a des moments où on n'y arrive pas, suivant ce que l'on traverse. Et puis, ça a cheminé entre le moment où tu m'as envoyé ce mail, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Il y avait cette magnifique nouvelle lune qui était là. Et ce qui s'est même posé quelques heures avant que l'on ait cet échange ensemble. Et de sentir que finalement, la vie est vraiment mouvement. Et une fois encore, tu parlais de s'identifier à des valeurs. Et on a parfois tendance, ou j'ai parfois tendance à m'enfermer dans des valeurs. Donc, quand je te disais et je te partageais cette notion de liberté, je pense que c'est parce que il y a une partie de moi qui a toujours peur d'une notion d'enfermement. Donc, du coup, inévitablement, je brandis l'étendard de liberté, liberté, liberté. Et là aussi, il ne faut pas s'y perdre. Parce que quand on s'identifie, et tu parlais de transgénérationnel, qui est vraiment un sujet qui me passionne, qui me touche vraiment dans mes fondements, je remarque que beaucoup de personnes ont eu tendance, ou ont peut-être encore tendance, à s'identifier parfois à des valeurs qui ne sont pas les leurs. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant d'aller creuser à cet endroit-là, puisqu'on a tous eu des personnes inspirantes dans notre vie. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi. Moi, j'ai eu, on va dire, des mentors, des gens soit que j'ai croisés ne serait-ce que l'espace d'un instant, et puis des gens qui m'ont accompagné sur mon chemin de vie. Et je ne sais pas pour toi, mais je me rends compte qu'à certains moments, j'ai développé une forme d'idéal et je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien incarner ces valeurs. Donc, je vais dire que je suis comme ça. Et quand j'ai commencé même à un moment donné à me nommer apiculteur, donc l'art de cultiver la joie, je me suis rendu compte que c'était un défi au même titre que d'appeler une association Terre Happy, puisqu'à partir du moment où tu commences à nommer une chose, à lui donner un nom, et c'est le nom de Dieu ou le nom divin, où on croit ce que l'on croit, mais c'est une énergie qui est puissante, c'est un chemin d'exigence. Donc si demain je commence à dire j'incarne la valeur de la liberté ou de la joie ou de l'amour, inévitablement, tout va se mettre en mouvement autour de moi pour me poser la question, est-ce que tu es sûr de ce que tu énonces ? Et donc, l'univers, ou on l'appelle comme on veut, la vie, les gens que je rencontre, vont venir taper à cet endroit pour me dire, mais est-ce que tu dis ça, mais est-ce que tu l'es vraiment ? Est-ce que c'est pas un fake ? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu essaies de promouvoir parce que ça va t'amener du monde ou j'en sais rien ? Et donc, revenir à une posture d'humilité et de dire, OK, là, en ce moment, je sens que la valeur qui m'anime, c'est la liberté, avec tout ce qui se passe. Mais c'est la valeur qui m'anime. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la valeur que j'incarne. Et je voudrais juste être dans cette subtilité qui me semble assez pertinent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Franchement, je trouve ça super pertinent ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment cette notion, comme tu dis, d'être, moi j'appelle ça attiré en fait par une valeur et d'être, on va dire, drivé par cette valeur. Mais comme tu dis, de l'incarner et cette notion de puissance, en fait, tu as dit d'énergie, qui justement, c'est quelque chose qui est plus grand que soi. Ma vision, elle est vraiment celle-là aussi, sur au niveau des valeurs, que c'est vraiment quelque chose de plus grand que soi et que réussir à incarner une énergie aussi puissante qu'une valeur, comme tu l'expliques, la liberté, l'amour, qui sont des choses d'une énergie tellement grande que l'incarner, nous, en tant qu'êtres humains, pour moi, aujourd'hui, est vraiment complexe aussi. En effet, ça demande une grande humilité et il y a cette notion que j'ai beaucoup aimée dans ce que tu as dit aussi, de se dire, mais est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut aussi pour suivre le chemin d'incarner une valeur, en fait? Parce que ça demande une forme de discipline en quelque sorte. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps, vraiment de me dire que les valeurs que j'ai aussi, justement, d'arriver à, à, à tenir en fait, à avoir le style de vie qui est nécessaire justement pour pouvoir être, on va dire, dans le sillon de cette valeur, quoi. Quand tu dis ça, ce qui vient, c'est la notion de tension qui peut aller avec cela. C'est-à-dire que je suis au service de la liberté, ou je suis au service de l'amour, ou je suis plus généralement au service du vivant. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Et quand je suis au service, ça veut dire que je me mets en disponibilité. Donc je deviens juste un canal par lequel la vie
voilà, traverse mon être et puis s'exprime à travers moi. Quand tu parlais des ateliers que tu as pu suivre avec moi ou des accompagnements, effectivement, je me sens guidé et je me laisse porter par ce que je ressens, par ce que tu m'as renvoyé ou par ce que les autres participants incarnent à ce moment précis. Et là aussi, la vigilance, elle est à cet endroit où de dire, OK, à ce moment précis, je suis à cet endroit-là, j'accompagne, je me laisse traverser. Et c'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire que si je me fige dans ce mouvement, je vais développer une forme d'exigence vis-à-vis de moi-même qui peut aller jusqu'à un blocage et à créer une tension. Et si jamais je me sens plus en adéquation avec, par exemple, je sais pas, la valeur de la liberté, parce que, je sais pas, il m'arrive un événement qui fait qu'à un moment donné, je renferme même quelqu'un dans une croyance ou je lui fais une réflexion qui va le limiter, puisque ça peut être comme ça peut être aussi simple que cela. Je vais plus être en congruence avec ça. Et soit je m'enferme en me disant, ouais, voilà, tu vois, tu t'es encore loupé, et du coup, tu dis n'importe quoi, et du coup, tu développes une forme de culpabilité, et tu crées une mémoire par rapport à cela. Ouais. Soit au contraire, tu dis, je fais de mon mieux, et tu restes dans une notion de relâchement. Et on a droit à l'erreur, entre guillemets. L'erreur est jamais une erreur. Pour moi, c'est juste une expérience. Et à partir du moment où elle est nommée, elle est déjà réajustée. Alors que si je rentre en réaction, inévitablement, je vais développer tout un panel de personnalités ou de sous-personnalités qui vont commencer à prendre vie en moi et qui vont commencer à vouloir se justifier en disant oui, mais alors si j'ai fait ça tout à l'heure, c'est parce que... Et là, je rentre vraiment dans un blabla qui me sort non seulement des valeurs que j'essaye d'incarner, mais qui me sort même de la valeur vie. Là, je sors de moi, je vais dans mon moi petit nombriliste et je sors complètement de mon soi véritable. Ouais. Et là, pour moi, c'est vraiment un point de vigilance à accorder et à mettre tout en œuvre pour rester dans un relâchement, ne pas rentrer dans un mode de tension. C'est super intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre en quelque sorte et qui est vraiment pour moi quelque chose de vraiment primordial. Et justement, la question qui me vient, c'est comment toi tu fais pour justement arriver à trouver cet équilibre entre la tension et rester justement dans un relâchement, dans l'ouverture justement par rapport à la valeur que tu souhaites justement vers laquelle tu tends. Alors déjà, j'ai beaucoup de chance parce que les personnes que j'accompagne, elles ne sont jamais là par hasard. Ce sont toujours des miroirs de parties de nous-mêmes. Donc, elles nous renvoient toujours un aspect de nous, soit que l'on a réglé, soit que l'on n'a pas réglé. Donc, ce sont des baromètres. Quand les gens viennent me voir, ça me permet aussi de valider où j'en suis de moi-même. Il y a peut-être des zones que je suis pas encore prêt à aborder ou pas totalement. Donc là, j'apporte de la bienveillance en disant, OK, là, je sens que c'est un espace de fragilité et je le nomme. La chose la plus difficile, c'est quand tu rentres dans une forme de déni et que tu commences à te la raconter une fois encore et que tu te dis oui mais c'est pas grave, oui là on fait comme on peut et tu passes à côté. Il y a une posture que beaucoup de personnes qui font du développement personnel parlent, qui est la posture d'observateur. Et quand on parle de systémie ou de constellation familiale, l'une des postures que l'on apprend normalement dans le cursus, c'est le regard de l'aigle, la vision de l'aigle. C'est-à-dire, là, tu le vois, un aigle, il a à la fois cette capacité d'avoir une vision qu'on appelle holoptique, c'est-à-dire 360. Il a d'ailleurs des yeux qui permettent d'avoir vraiment un champ panoramique extraordinaire. Et en même temps, il a cette capacité à voir la souris qui sort de son trou, voire qui est même encore dans son trou. Et donc, c'est vraiment une gymnastique qui est la notion d'un prisme, c'est-à-dire que je suis en train de te parler, et en même temps que je suis en train de te parler, je peux me mettre dans une posture de recul et me mettre à l'arrière de moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, on peut le faire ensemble très simplement, que vous soyez en train d'écouter ce podcast ou qu'on soit en train de parler. Vous imaginez qu'en même temps que vous écoutez ce podcast, vous vous mettez à l'arrière de votre corps. Donc vous imaginez que vos yeux se posent à l'arrière de votre nuque et tout votre corps prend comme une espèce de détachement sur votre enveloppe physique. Voilà, vous êtes comme légèrement en retrait de vous-même et vous voyez la scène
Donc, vous voyez en train d'écouter le podcast ou Gaël se voit en train d'enregistrer le podcast ou moi en train aussi d'enregistrer le podcast. Et je suis à la fois conscient que je suis acteur et spectateur. Et je respire là-dedans. Et quelle que soit la situation, vous pouvez imaginer une situation que vous avez vécue aujourd'hui, par exemple conflictuelle ou qui vous a mis sous tension. Et vous pouvez voir la partie de vous qui était sous tension, qui est juste une partie. Et vous pouvez voir votre véritable soi qui regarde cette scène, qui ne prend pas du tout part à ça et qui peut même en sourire en disant il y a une partie de moi qui s'est énervée ou qui a été sous tension. Et à partir du moment où tu vois ça, il y a déjà une partie en toi qui se détend et qui dit mais ok, c'est juste une scène de ma vie et si je lui donne pas plus d'importance que ça, elle va s'étioler d'elle-même. Donc même l'énergie que j'ai pu ressentir de la colère, je peux la voir, je peux la sortir de la scène comme si c'était un cadeau empoisonné, je la mets à côté. Et si je vais même dans le transgénérationnel, je pourrais imaginer que ce cadeau empoisonné que j'ai proposé à la personne avec laquelle j'ai eu un conflit, je la sors de entre nous, je la pose hors champ, et j'imagine peut-être même qu'elle appartient à mon passé. Et du coup, je la sors de la relation. Ouais. Donc, c'est toute une histoire de prisme et de positionnement. Et du coup, je suis plus dans la scène. Donc, j'ai plus à m'identifier à ce qui s'est passé. Et c'est fini. Et ça disparaît. Ouais. Donc, du coup, il y a vraiment ce rapport à l'attention, justement, que tu as pu, par ce mécanisme, si je peux dire, par ce principe, de pouvoir, justement, toi, t'ajuster, de changer ton positionnement, justement, dès que tu ressens une tension, tu as, justement, par l'exercice que tu viens de nous proposer, qui est justement, j'imagine qu'il doit en avoir d'autres aussi, mais qui te permettent, toi, de prendre du recul et de, comme tu l'as expliqué, mettre hors champ, par exemple, les différentes tensions, ce qui n'est pas judicieux là tout de suite de ou simplement nécessaire. Ouais. Tu vois. Et c'est effectivement cette notion de attachement, détachement. Si je m'attache à cette situation, c'est la carte que l'on a tirée ensemble avant qu'on commence cette interview, je vais générer un conflit. Je vais m'attacher à ce fait que j'ai créé, qui est une forme de tension. Si je prends du recul par rapport à cette situation, je vais me détacher. Et là, je recrée de l'harmonie. Donc, c'est vraiment une question de prisme. Soit je reste enfermé, d'où ma valeur liberté, soit je reste enfermé dans la situation et je vais générer une boucle qui va créer une forme de disharmonie, voire même un dysfonctionnement si cette disharmonie se déploie dans la durée. Ou bien je me détache et je recrée une souplesse dans le champ, qui est le champ quantique, qui est un champ énergétique. Et du coup, je crée une respiration. Et on peut le sentir si vous faites ce petit exercice que je vous ai proposé régulièrement. Vous sentirez au bout d'un moment qu'il y a une respiration qui se crée entre la scène que vous avez créée ou générée et la réalité de ce que vous portez en vous. Et du coup, il y a quelque chose qui se détend. Et plus on fait ça, plus ce mouvement, il se génère. Et c'est le mouvement de la vie pour moi. C'est pas autre chose. Il y a vraiment une vague. Voilà. Et soit je décide d'être la vague qui tape le sable ou qui tape le rocher en permanence et qui tape et qui s'acharne. Soit je viens dans la vague qui prend à nouveau du recul, qui va se recharger au cœur de l'océan et qui peut-être à un moment donné va venir juste à nouveau s'échouer sur la grève, mais plus du tout avec la même violence. Ouais. Et dans la vie, si je regarde des exemples de ce que j'ai pu traverser, j'ai toujours le choix, soit de décider de m'enfermer dans ce conflit, de créer de la disharmonie et de générer un dysfonctionnement qui peut même aller jusqu'à un dysfonctionnement corporel, psychique ou émotionnel. J'ai vécu les trois, j'ai vécu des burn-out à tous ces niveaux-là. Soit je peux être suffisamment attentif à ce qui est en train de se produire et à un moment donné de dire stop, je respire, je prends du recul sur la situation et j'arrête de la nourrir. J'arrête de nourrir. Tu sais, c'est cette légende du loup blanc et du loup noir. Je ne sais pas si tu la connais. Ouais. Oui. Ce petit garçon qui va voir son grand-père et qui dit grand-père, je suis très embêté. Il y a un loup noir et un loup blanc et je ne sais pas lequel le nourrir. Alors le grand-père lui dit mais ils font quoi ces loups?
le loup noir, voilà, il est très puissant. Et puis, en même temps, je sens qu'il a de la colère et puis qu'il peut détruire plein de choses. Et en même temps, je l'aime bien parce qu'il m'a permis d'avancer quand je sentais que j'étais en fragilité. Il m'a donné une forme de force. Et il dit le loup blanc. Le loup blanc, il est plus posé. Il a un côté qui est beau, qui est noble, qui est assuré. Il a un regard perçant. Il n'a pas besoin d'agir pour que les choses se fassent. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui en même temps parce que je sens que il me prend moins d'énergie et je suis plus en sérénité avec moi-même. Mais il dit, vraiment, je sais pas lequel est le bon. Et son grand-père lui dit, à ton avis, vraiment, je sais pas. Et je dis, celui que tu nourris. Et c'est vraiment ça, dans cette notion d'harmoniser sa vie, c'est je nourris ce qui a de la valeur pour moi, ce qui est important pour moi ou ce qui me semble important, ce qui émane d'un bon fonctionnement, c'est-à-dire que même dans mon corps, mes organes, dans les fluides qui circulent, dans l'énergie que j'ai là, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir qui me permet de sentir une harmonie, si possible constante, mais si elle n'est pas constante, qui est régulière. Ouais. Et donc, du coup, j'aime beaucoup déjà l'histoire aussi, c'est clair elle illustre bien le propos que tu es en train de nous donner. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé pour revenir à ce que tu disais par rapport à cette notion de respiration entre l'observateur et l'acteur. J'ai bien aimé le terme respiration parce que c'est pas forcément ce qui viendrait tout de suite en se disant en gros la distance que l'on met entre justement l'exercice que tu nous as proposé de se mettre en position d'observateur et se dire qu'il y a une respiration entre les deux, donc qu'il y a un mouvement et que justement ce mouvement peut avoir une différente intensité, différentes forces. Et je trouve ça magnifique que tu nous en parles de cette manière-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup, quoi. Merci, ça me fait penser à ce que partagent les sportifs de haut niveau, cette notion du second souffle. J'ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation ou du vélo à haute dose, et il y a un moment dans ton cursus de compétition, parce que finalement on passe tous par là, hein, je détestais cela, mais on m'avait amené ou obligé à faire de la compétition et je perdais tous mes moyens. C'était vraiment un espace où j'étais plus du tout en harmonie avec moi-même, puisque j'étais pas sûr de moi, j'avais un surpoids conséquent, donc j'avais pas un souffle, j'avais plus pas un équilibre en moi qui me permettait d'être performant. Et on nous vend cela, on me dit si t'es performant, tu réussiras. Par contre, j'étais très endurant. Et c'était assez troublant puisque j'avais des sprinters à côté de moi, donc qui gagnaient des courses courtes. Par contre, tu mettais sur dans un vélodrome et je pouvais faire plein de tours et j'étais rarement fatigué. Mais il y a un moment où, quand tu pratiques un sport à haut niveau, tu atteins comme un limite. Et les sportifs, soit ils s'arrêtent là avec un découragement, ils rentrent dans de la colère, soit ils passent un cap. Et ce cap, on l'appelle le second souffle. Et en natation, je me rappelle que ça s'était produit une fois où j'étais en train de crawler, puis j'étais, tu vois, le truc où tu sens que tu vas vraiment presque te noyer. Ouais. Et j'ai amené ça à ma conscience en me disant, OK, ralentis. Donc j'ai ralenti le mouvement et j'ai senti qu'il y a une nouvelle respiration qui s'est mise en moi. C'est vraiment la respiration qui s'est mise en moi. C'est pas moi qui respire autrement. Ouais. C'est important dans ce que je dis. Et à partir du moment où je me suis calé sur cette respiration qui s'est mise à m'habiter, il y a quelque chose dans mon métabolisme qui a changé. Et à un moment donné, j'ai senti une puissance arriver. Et là, j'ai pu nager à nouveau, je sais plus combien de kilomètres, mais c'était extrêmement impressionnant. Et je n'avais plus de point de fatigue. Et à cet endroit-là, il y avait plus de volonté. J'étais juste au service de cette respiration qui avait pris une autre forme et qui me permettait d'aller au-delà, simplement avec ma totalité et plus du tout dans une notion de performance, de compétition, de me battre, de combattre, parce qu'il n'y a rien à combattre. Même dans du sport, il y a juste à être en totale présence de qui on est et juste vivre le meilleur de ce qui est là, point barre. Si vous avez des enfants et que vous êtes là à les encourager à dire « oui, mais essaye encore, etc. », c'est mettre une pression. Alors que si vous êtes là, tu vois, je suis en ce moment, j'ai la chance d'avoir une personne à La Réunion qui donne des cours de chant. Je suis pas du tout un chanteur, mais
j'ai aimé à l'explorer avec lui parce qu'il a une pédagogie qui est valorisante. Et justement, on parle de valeur dans ce podcast. Et pour moi, la valorisation, c'est ce qui va permettre à la personne de développer la valeur de ce qu'elle porte. Et Pierre-Yves a ce talent, quand on chante, même si on chante comme des casseroles, de d'abord dire bravo, c'est-à-dire être vraiment dans la valorisation de ce qu'on est en capacité d'émettre ou d'offrir ou de se donner. Et à partir du moment où tu reçois un encouragement à cet endroit-là, il y a déjà une valeur en toi qui est reconnue. Et du coup, tu vas pouvoir construire sur cette valeur, aussi infime soit-elle. Et du coup, derrière, il nous donne un exercice très simple. Il va amener le groupe à venir soutenir notre valeur, même si elle est fragile, pour pouvoir nous amener plus loin dans la valeur qui sent que l'on porte, mais que l'on n'a pas encore été en capacité de totalement exprimer. Et là, d'un coup, tu t'appuies sur cette valeur que tu as senti être encouragé et tu t'ouvres à quelque chose qui est ce second souffle. Et là, tu vas vers ton infini. Et c'est juste extraordinaire de sentir au bout d'une matinée de chant la note que tu es en capacité de porter. Vraiment, waouh. Ouais. Et dans ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser en fait à cette notion de flow en fait, qui est souvent qui a été mise en avant justement aujourd'hui scientifiquement parlant, pas mal d'études qui sont faites dessus et j'ai l'impression que c'est un peu de ça dont tu nous parles. Ben, c'est exactement ce dont parle Bruce Lee qui dit be water, c'est soyez l'eau. Et c'est toujours rester effectivement dans cette fluidité. Et la respiration, il faut jamais oublier qu'avant de respirer de l'air, on était dans un état aqueux, liquide. Donc toutes on va dire normalement les 9 premiers mois, plus ou moins, de notre vie, on les a passés dans un milieu aqueux. Donc dans cette fluidité à respirer à travers l'eau. Et à un moment donné, on a eu un déchirement qui est le premier traumatisme que l'on vit quand on vient au monde, qui est le déploiement de nos poumons. Et on va rencontrer un autre état qui est un état air. Et là, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. On crie, d'ailleurs. C'est pas un cri de plaisir, c'est un cri de douleur, même si ça rassure le toubib. Et on se rend compte très souvent que quand on ne se respecte pas, qu'est-ce qui veut sortir de nous? C'est un cri. Quand on ne respecte pas sa propre valeur, c'est-à-dire cet état qui, du coup, n'est plus écologique avec nous-mêmes, ce qui cherche à sortir, c'est un cri, c'est quelque chose qui ne veut plus aller à cet endroit-là. Et si vous faites des séances de rebirth dans l'eau, j'ai eu la chance d'en faire ou même d'en donner, on retrouve un état de quiétude parce que ça vient nous rassurer, parce que la première valeur que l'on rencontre, elle est dans le ventre de notre mère, de notre génitrice, et c'est souvent elle-même la première valeur qu'elle donne à son enfant qui va nous formater. Donc si je suis au sein d'un ventre maternel d'une matrice, là je fais un peu transgénérationnel, et que on est dans cette matrice et que notre mère ou notre génitrice est pleine de peur, inévitablement l'état dans lequel on baigne et qui est transmis par la vibration de l'eau, puisqu'on sait qu'on est composé à 80% d'eau et qu'à cet endroit de notre vie, on baigne dans 100% de liquide, inévitablement, on va recevoir cette information par la chimie de l'eau et par l'énergie de l'eau. Donc, qu'on le veuille ou non, on va venir au monde avec cette information. Et donc, c'est de cette valeur qui peut déjà être la peur. Et bon gré, mal gré, je vais devoir me construire sur cette valeur. Alors, t'imagines se construire sur la valeur peur ou sur la valeur colère. Ouais. Sauf que c'est une réalité. Et que je peux faire ce que je veux, je vais pas pouvoir fuir cet endroit-là. Donc, je vais avoir deux solutions. Soit je vais rentrer dans la même source, c'est-à-dire que je vais devenir quelqu'un de peureux. Donc, je vais développer des
des sensations de fragilité. La moindre bruit va me mettre en peur, la moindre action va me sortir de ma zone de confort et je vais devoir me sécuriser à tout bout de champ. Ça peut même être développer des formes de boulimie parce que du coup, je vais développer des surpots pour me protéger d'un monde extérieur. Tu vois, je vais développer des stratégies qui vont m'amener dans une forme de sécurité. Donc, je peux devenir quelqu'un d'hyper contrôlant, de dominant, voire même de pervers narcissique parce que j'ai besoin de contrôler à tout prix. Voilà. Et j'ai toujours ces deux polarités. Soit je reste dans la peur, soit je vais développer une stratégie qui va me faire croire que je n'ai plus peur et donc je vais tout contrôler. Il n'y a pas d'autre alternative. Et l'harmonie, elle va être dans ma vie au moment où je trouve cet équilibre entre la peur qui est venue de ma naissance, de ma mère, de la matrice, et le contrôle que j'ai surdéveloppé au travers de mes sous-personnalités. Et l'équilibre, il n'est pas forcément au milieu, parce que dans ma vie, j'évolue. Il peut être à un moment donné un peu plus dans la peur, parce que ça va me rassurer que je traverse une période de fragilité, donc j'ai besoin d'être bien entouré, dans un cadre confortable, avec des coussins douillés, avec un environnement cocooning. Ou il peut être à un moment donné dans une forme de contrôle où je vais dire aux personnes qui m'entourent, là j'ai besoin de savoir où je vais faire un stage, mais qui l'anime, c'est quoi son cursus, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, j'ai besoin de le rencontrer avant, discuter avec lui. C'est juste poser des balises. Et ces balises, je les appelle, c'est pas moi, ça vient de Danny Bois, le créateur de la fasciathérapie, je les appelle des points d'appui. Et c'est ces points qui vont me permettre de commencer à me construire sur cette valeur peur, qui était une forme de fragilité, et au fur et à mesure de retourner. Donc moi, j'appelle ça des points de recouvrement ou de retournement. C'est-à-dire que à l'endroit où j'ai vécu de manière consciente ou inconsciente une fragilité ou un saisissement ou un traumatisme, je vais venir non pas le fuir pour en créer un autre, ça s'appelle du déni ou du fake. Je vais venir identifier ce point de recouvrement, l'endroit où mon âme n'a pas pu s'incarner totalement parce que c'était trop fragile. Et je vais venir apporter à cet endroit-là un nouveau regard, une nouvelle vision et me rassurer de manière à ce que je puisse m'appuyer. Donc, si je prends un exemple personnel, je peux avoir une partie de moi qui est très en colère et qui se sent enfermée en ce moment avec tout ce qui se passe. Tu vois, je suis sur l'île de la Réunion, on est sur une île, on ne sait pas ce que demain va nous donner, il y a plein d'hypothèses qui sont en train de nous dire il va falloir se faire vacciner, il va falloir passer des tests, il va falloir justifier pourquoi tu pars, donc c'est comme un espèce de ghetto qui est en train de se créer autour de nous. Ouais. Et donc là, il y a mon dragon intérieur qui est en train de dire ouais, mais attends, là, casse-toi. Ça, c'est une réaction. Et si je vais le rencontrer, c'est une sous-personnalité qui a vécu des expériences pas similaires, pas avec le Covid, mais qui avait vécu des expériences d'enfermement ou de confinement, de limitation du moins, ne serait-ce que par l'autorité parentale. Ce dragon, il veut se casser, donc il veut fuir. On a ces trois réactions, l'agressivité, la fuite ou la paralysie. Donc moi, c'est je me casse. Et j'ai deux solutions. Soit je fais comme d'hab, et là je prends un vol et je déménage et je vis en métropole ou je ne sais pas où. Soit je vais rencontrer la partie de moi qui est dans cet affolement et je vais la voir, je vais dire de quoi tu as besoin, petit Marc. Souvent c'est le petit Marc, c'est celui entre 0 et 7 ans, enfin intra-utérin jusqu'à 7-9 ans. Et là, il me dit, ouais, mais en ce moment, je me sens pas bien, j'ai besoin d'horizon, d'espace, de respirer. À nouveau, respiration, parce que l'enfermement, la liberté, le problème, c'est la respiration. Et là, je vais respirer avec lui, je me pose avec lui. Et puis, je vois cet espace en lui qui a besoin d'avoir un endroit sécure. Et je me rends compte que dans mon environnement actuel, le lieu dans lequel je vis, en ce moment, je me sens pas bien. Voilà, j'ai des voisins autour qui vivent aussi des choses difficiles, qui sont plutôt pro-Covid, donc avec tout ce que ça peut générer. Et en fait, je lui dis, écoute, si on rentre tout à l'heure à la maison, alors ça fait un peu schizo quand je dis ça,
mais si on rentre à la maison tout à l'heure et qu'on génère un mouvement de manière à créer un environnement qui te ressemble plus et qui te sécurise en ce moment, est-ce que ça peut être OK? Et il me dit, je demande à voir. Donc, je rentre et puis j'ai bougé les meubles de place. Voilà, j'ai changé la disposition de manière à avoir la vue sur l'océan, d'où que je sois, d'avoir des endroits où je peux me poser, méditer. Voilà. Et au bout d'une heure, cette partie de moi, elle était rassurée. Elle me dit, voilà, c'est OK. Et là, je sais que ma valeur liberté, elle a repris sa place. Je suis à nouveau en harmonie avec moi-même et je peux poursuivre mon chemin avec cette balise, donc ce point de recouvrement qui a été justement recouvert d'une nouvelle vision et où mon âme est à nouveau en paix. Super. J'aime beaucoup en fait toutes les métaphores que tu utilises en fait et derrière que tu nous illustres justement par des choses concrètes en fait tout ça, donc ça fait vraiment énormément sens et c'est très clair parce que j'ai beaucoup aimé cette image de point de recouvrement où justement tu nous dis que on a la peur en quelque sorte qui peut être une zone un peu de la peur, la colère, une zone que certaines personnes vont voir comme de la fragilité et qui vont tendance à voir fuir. Et là, justement, ce que tu nous expliques, que la clé, elle est justement de ne pas, contrairement, être dans le déni de cela, mais au contraire, d'aller justement explorer cette zone-là et en faire un point et trouver le point de recouvrement. J'ai beaucoup aimé cette expression que tu nous as dit, justement, et d'aller se baser là-dessus pour justement utiliser ça comme point d'appui. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, pour aller vers justement sa valeur qui est pour toi la liberté, comme tu nous l'as expliqué, par exemple. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, cette notion d'explorateur. Tu vois, si tu as fait de la danse contact ou une autre forme de mouvement, il y a vraiment cette méthode qui nous dit laissez-vous porter par le mouvement, c'est-à-dire ne cherchez pas à maîtriser le mouvement, on n'est pas là pour faire du joli, on est juste là à se laisser traverser par le mouvement. Par contre, il y a un risque, entre guillemets, c'est à un moment donné, tu vas te laisser emporter par le mouvement qui va te déstabiliser et tu peux être amené à tomber, voire à faire tomber l'autre. Ouais. Et quand tu fais de la danse contact, il y a une chose intéressante, c'est que on te dit marque tes points d'appui. C'est-à-dire que ne te laisse pas emporter par ta fougue. On est des explorateurs et ça, on le sait. On est des aventuriers, d'accord? Et c'est génial, la vie, c'est une grande aventure et on ne doit surtout pas se priver de la vivre. Au contraire. Par contre, ou pas par contre, mais avec cela, c'est important quand tu sens que tu te laisses même griser ou dépasser par la sensation, puisque c'est ce qu'on recherche. Hein. On a l'impression d'être vivant à partir du moment où on ressent quelque chose. Mais c'est aussi quelque chose un peu tordu, parce que à partir du moment où tu te laisses happé par cette énergie-là, tu peux aussi t'y perdre. Et l'important, c'est qu'à l'endroit où tu sens qu'il y a cet espace qui est en train de se créer, qu'on pourrait appeler un espace de liberté ou de joie ou de déploiement, arrête-toi et marque un temps de respiration et pose un point d'appui. Ça va développer un nouveau repère en toi. C'est-à-dire que tu vas générer dans ton corps, dans ton être, un espace au sein de ton ADN et de tes cellules qui va imprimer, c'est vraiment la notion de l'empreinte, qui va imprimer que tu peux laisser ta joie s'exprimer, ce mouvement de vie se déployer en toi, mais ne te perds pas, reste bien avec toi et viens le goûter. À l'endroit où tu sens que c'est bon, viens t'y attarder. Passe pas à autre chose. Viens miam miam, tu vois, c'est ce côté, viens miam miam, viens te délecter. Viens poser ton pied, viens poser ta main, viens poser ta bouche et pose-toi ne serait-ce qu'une seconde, 2 secondes, 10 secondes et tu vas voir que si tu te poses à cet endroit-là, il y a un autre mouvement qui va se déployer qui est peut-être pas le même et peut-être qui va être encore plus délectable. Alors que si tu t'étais limité à ce mouvement qui était en train de te prendre, de t'emporter, peut-être que tu te serais à nouveau perdu. Et c'est ce qu'on voit parfois dans des stages, tu vois, et je dis toujours aux gens, soyez vigilants, parce qu'au moment où vous sentez une libération, et dans le transgénérationnel, c'est souvent très puissant en constellation familiale, où on sent cette énergie ancestrale qui est restée contenue pendant des générations et qui d'un coup, c'est comme un bouton de champagne, ça pète. Et la personne, elle a une euphorie qui arrive, et si elle n'est pas vigilante, parfois elle peut même se faire mal à cet endroit-là. Et là, le cadre du thérapeute dont tu parlais tout à l'heure, est super important parce que c'est souvent le moment où il y a un feu d'artifice.
Et là, le thérapeute ou l'accompagnant ou le facilitateur, il doit être là pour être certain que le cadre qu'il a posé permet à la personne de vivre sa liberté, cet instant de libération, en totalité, et en même temps de venir se poser à cet endroit-là et de l'imprimer comme un nouveau repère, comme un nouveau référentiel. Ouais. Et comme tu l'expliques, c'est super important pour justement garder. Enfin, dans ce que tu me dis, l'image de la danse, pour moi, l'illustre parfaitement en fait ce que tu nous expliques, parce que justement, on va d'un mouvement et on part vers l'autre, et il y a cette fluidité en fait. Il n'y a pas de cassure, on sent pas une blessure ou quelque chose de blessant en quelque sorte quand il y a un changement de mouvement. Au contraire, ça reste dans la continuité, même si c'est pas la même chose. C'est une saveur différente, pour reprendre le terme de délectable. Mais ça peut être mieux, ça peut être moins bien. C'est pas ça qui est important. C'est juste c'est comme ça, et on l'accepte tel que c'est, quoi. Il y a aussi cette notion justement qui est pour moi super importante, quoi. Comme tu le dis, c'est pas bien ou mal, c'est ce que c'est. Point. Et tu peux même marcher sur les pieds de l'autre quand tu danses. C'est pas grave. Tu vois, à un moment donné, tu peux en rire. Alors peut-être pas dans le tango, parce qu'il y a des gens qui sont très alignés et puis ils vont dire oh, qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'est juste une expérience et tu as le droit de te tromper, et puis on peut en rire, et du coup, ça peut même amener un nouveau mouvement. Ouais. Et c'est ça le génie de la vie, c'est qu'on maîtrise pas le mouvement. Par contre, se laisser se traverser en permanence, laisser les valeurs nous traverser. À un moment donné, ça va être de la joie, de la liberté, de l'amour. La valeur qui venait quand ça a cheminé en moi, c'était cette notion de respect, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être mental, mais on manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce qui nous entoure, du vivant. Et l'autre valeur, c'est la notion de réciprocité. Tu vois, je suis rarement en réciprocité. Tu vois, je suis souvent, je m'observe depuis que je suis né, et la chose la plus facile par rapport à tous les pseudomans que l'on a vécus, et qui sont souvent issus aussi du transgénérationnel, c'est qu'on va vouloir saisir. On a peur de manquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer une forme d'avidité. Et dans mon mouvement, ça va être pareil. Mais là, le moment aujourd'hui, il est à la réciprocité. C'est si je donne de tout mon être, bien sûr que je vais recevoir, mais j'ai même pas à attendre de recevoir. Parce que si je le fais de manière détendue, c'est un mouvement. On sent bien que quand on inspire, qu'est-ce qui vient après? L'expire. Quand j'expire, qu'est-ce qui vient après? L'inspire. Quand je regarde une vague, elle vient se poser sur la grève, et puis ensuite elle revient dans l'océan. Le mouvement naturel de la vie, c'est toujours le donner-recevoir. Donc, j'ai pas à vouloir garder quelque chose. Tu vois, les gens qui veulent garder l'amour, mais tu peux pas le garder. C'est pour ça que la personne, elle te quitte à un moment donné. Ouais. Donc c'est vraiment, on en revient à cette notion de flow aussi, justement de la vie, et voilà, des choses naturelles. Du coup, pour revenir un petit peu plus, c'est vrai que là, tu as parlé un peu de mentaliser les choses, mais pour revenir un peu plus sur du terre à terre, si je peux dire, parce que là, on était quand même sur les valeurs vraiment profondes, et je trouve qu'on est parti très profond dès le début de notre échange, et je trouve ça magnifique. À cause de toi, ça. Et du coup, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, terre à terre quand même, par rapport à toi, si je peux te poser certaines questions sur l'incarnation de cette valeur, liberté. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, quelles ont été les difficultés que tu as pu avoir dans ta vie, toi, sur ton chemin, justement, de vie? Est-ce qu'à certains moments, tu as eu des difficultés à te dire, OK, là, je suis pas du tout en accord avec la valeur liberté? Déjà, est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le formulais comme ça? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait à ces moments-là, quoi, quand tu t'es pas senti libre? Déjà, pour moi, la valeur, elle émane toujours de notre éducation. On va souvent développer des valeurs qui sont des contre-valeurs à des systèmes. Je m'explique. Si je regarde mon histoire personnelle, j'avais un père qui travaillait beaucoup, donc qui était peu présent, qui avait un degré de liberté absolue, c'est-à-dire qu'il était chef d'entreprise, il avait une vie sociale extrêmement développée, donc il s'était autorisé. La liberté, c'est cette autorisation qu'on se donne à vivre une vie, dans différentes fédérations, associations, mouvements, syndicats, voilà, et de se laisser l'amplitude de pouvoir vivre ses rêves. Et de l'autre côté, de la polarité féminine, j'avais une maman qui était
une mère au foyer qui avait fait ce choix avec mon père et qui était dans un mode ultra protecteur et ultra cocooning. Donc tu vois, j'avais ces deux ambivalences. D'accord. Et je suis le produit de cette ambivalence, voilà, avec une partie de moi qui a toujours cherché à, on va dire, fuguer, c'est-à-dire le côté rebelle qui cherche à trouver un espace de liberté, et l'autre qui se sent contraint à vouloir respecter cette notion de voilà, il faut rester dans le cadre, il faut être calme, il faut correspondre au modèle qu'on nous a donné, et finalement je suis bien nourri par ma mère et du coup elle prend soin de moi. Et donc j'étais toujours dans cette dualité de dire est-ce que ça je peux le faire et est-ce que ça je peux pas le faire. Et c'est vraiment à l'âge de mon émancipation, qui a été tardive parce que j'ai quitté le foyer à l'âge de 20 ans pour partir à l'étranger, que je me suis autorisé et que là, j'ai senti que j'étais arrivé à un point où j'avais tellement tenu sous tension, pour revenir au terme de tout à l'heure, j'étais tellement sous tension d'avoir voulu respecter le modèle et de pas aller dans ma liberté que tu vois, c'était comme un pilote aux commandes d'un Boeing 747 qui sent qu'il va se crasher. Je sentais des soubresauts qui faisaient et je suis parti à l'étranger et là je suis parti dans tous les espaces de liberté qu'on peut imaginer. Et je suis allé toucher l'extrême opposé, c'est-à-dire que tu fais tout ce que tes parents sont plus là, donc tu fais tout ce qui est possible. Ouais. Et ça jusqu'à l'âge de 32 ans, donc je me suis à peu près tout cassé dans mon corps. J'ai fait toutes les expériences extrêmes qui m'ont amené à briser mon corps parce que j'avais pas de limite. Si tu veux, j'avais une limite qui m'avait été imposée par ma mère, qui m'avait été surimposée par une autorité paternelle, et donc j'ai voulu aller toucher. C'est quoi ma limite? Ouais. Et j'ai pu développer la valeur liberté à partir du moment où j'ai senti ma limite. Et là, je me suis dit, OK, ma limite, elle est là. Et maintenant, je vais osciller entre tel endroit et tel endroit. Et mon socle de valeur liberté, il va se positionner entre ce curseur et ce curseur. Et dans cet espace de liberté, je fais encore des incursions dans mes extrêmes. Voilà, pour être totalement honnête avec toi, avec vous, parce que c'est un chemin d'équilibre qui est pas évident. Ouais. Donc ça veut dire dans la liberté, je peux inclure aussi mon alimentation. Tu vois, j'ai été boulimique, frénétique, dépendant. Voilà, j'ai pesé jusqu'à plus de 100 kilos. Voilà, maintenant je suis à 76, donc j'ai vraiment fait les extrêmes. Et je sais que parfois j'ai un élan de liberté à vouloir m'autoriser à aller manger des choses qui, je sais, sont pas bonnes pour moi. Mais je le fais en conscience. Je sais que du coup, j'honore une partie de la liberté qui veut aller vivre ça. Je sais que ça va avoir une conséquence sur, je sais pas, sur ma santé ou sur mon harmonie pendant un certain temps. Mais je fais l'expérience et je lui donne la liberté dont elle a besoin. Parce que pour moi, c'est toujours donner la liberté à l'expérience. Et je sais qu'à un moment donné, de manière naturelle, ça va se poser et j'aurai plus besoin d'aller plus loin. Et cette valeur de liberté, elle sera beaucoup plus sage. Tu vois, on parle de sagesse à un moment. Je crois qu'il y a des périodes de la vie où on commence à développer une forme de sagesse. Et pour ma part, je crois pressentir que cette sagesse, elle intervient dans cette deuxième partie de vie. Voilà, j'ai 48 ans. Souvent, on a eu une première vie avec une famille, des enfants. On a donné beaucoup de notre temps à pouvoir accompagner les gens qui nous entouraient. Et puis, il y a une deuxième partie de notre vie où on revient vers soi, où on revisite différentes valeurs qui nous ont animés, différentes croyances, différentes pensées, différents principes qui sont parfois des valeurs enfermantes. Chez moi, les principes sont parfois enfermants. Et du coup, on va revisiter cela et on va sentir si on a encore besoin d'aller aussi loin qu'avant, ou si justement je me suis pas autorisé, je me suis plutôt interdit à aller visiter telle forme de valeur ou telle forme de pratique. Je vais vouloir peut-être trouver un équilibre beaucoup plus présentiel, beaucoup plus posé en moi. Et du coup, dans ma cellule, puisque là c'est vraiment une expérience cellulaire,
ça va venir faire le plein. Et toute cette dispersion, finalement, que j'ai pu rencontrer pendant toutes ces années, ce sont des expériences, elles vont revenir à moi sous la forme d'expériences plus ou moins intégrées. Celles dont je n'ai plus besoin, je vais pouvoir les laisser de côté en disant ça, j'ai plus besoin, c'est bon, c'est fait, ça a été vu, ça a été nommé. Et je vais garder en moi que ce que j'ai besoin d'intégrer et qui vont constituer pour moi un nouveau socle de valeurs qui sont comme des briques sur lesquelles je vais vraiment pouvoir baser mes enseignements, baser mes accompagnements, baser mes relations. Et inévitablement, ça va générer un impact. Je vais peut-être plus fréquenter les mêmes personnes. Je vais peut-être plus fréquenter les mêmes lieux. Je vais peut-être plus être dans la même énergie. Mais je sens que ça va être beaucoup plus juste pour moi de où j'en suis et de qui je suis. Super. À travers ce que tu viens de me dire, il y a vraiment deux choses en fait que j'ai notées justement pour pas te couper aussi dans le flow de ce que tu partageais, parce que c'est vraiment super riche ce que tu nous dis. Et déjà le mot richesse pour moi me vient parce que j'ai l'impression que tu as eu énormément d'expérience et que moi j'aimerais dire tu t'es autorisé une richesse d'expérience, parce que dans ce que tu nous as partagé, c'est justement par toutes ces expériences que tu as pu, comme le dit, avoir des briques qui, elles, vont te permettre justement de créer une sagesse, de te dire, OK, ça, j'ai expérimenté et j'arrive à tirer ce qui m'est bénéfique de cette expérience et ce que je n'ai pas besoin. Ou même certaines expériences peut-être qui t'ont permis de te dire, ça sert à rien. Donc, je l'ai expérimenté, mais j'en ai pas besoin dans ma vie aujourd'hui, donc je le mets de côté. Ça, je le garde. Et en gros, c'est à travers toutes ces expériences que toi, aujourd'hui, tu as pu trouver, on va dire, l'équilibre justement entre cette valeur qui te porte de liberté et de trouver, on va dire, cette respiration qu'il y a entre les tensions et la liberté. Et ce qui me vient, en fait, c'est quand même de savoir quel a été pour toi le déclic déjà, d'où te vient cette force de pouvoir t'autoriser à le faire. Parce que pour ma part, par exemple, je prends le cas où il y a des situations, il m'a fallu quand même pas mal on va dire, je sais pas d'où ça m'est venu, mais au bout d'un moment, ça a été difficile. Je restais dans une tension, comme tu l'expliquais à 20 ans, toi tu disais que tu étais dans cette tension et que ça secouait de partout et qu'il a fallu vraiment que ça en arrive à l'extrême pour se dire je ne peux plus. Et là, je vais y aller. Et certaines personnes, parfois, ressentent cela, pourtant elles ne s'autorisent pas à y aller. Elles s'autorisent pas à se dire mais je peux plus supporter cette tension-là, il faut que je m'extire. Donc, du coup, ma question qui vient, c'est comment toi, tu as pu en arriver à là. Donc déjà, de passer de la tension pour aller vers la liberté et aussi de faire le chemin inverse. C'est ma deuxième question parce que tu l'as dit aussi, au bout d'un moment, tu as trouvé ta limite à la liberté aussi et tu t'es dit, on peut pas non plus partir trop dans la liberté, quoi. Quelles sont les deux choses qui t'ont permis justement de passer d'un extrême à l'autre, quoi, si je peux dire? Dans ce que j'entends de ta question, par rapport aux personnes qui ont parfois du mal justement à franchir le pas, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, la vie nous rattrape. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, si on ne s'écoute pas au moment où on a tous les curseurs dans le rouge, notre corps va nous lâcher, on va faire un burn-out, on va faire une crise, ou la crise n'interviendra pas tout de suite, mais quand tu vas avoir 40 ou 50 ans, tu vas d'un coup péter un câble, quitter ta femme, tes gosses, tu vois. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de passer par cette forme de déni. J'ai fait une expérience il y a 4 ans que je vais vous partager parce que pour moi, elle est très marquante. Dans cette notion de s'autoriser, c'est quelque chose de très simple. Et elle a été très marquante parce que j'étais au bout, j'étais dans une relation de couple, j'étais sous tension. Voilà, j'arrivais pas à trouver ma place. Il y avait beaucoup de reproches. C'était un magnifique miroir qui m'a permis d'avancer, mais qui était à la fois beaucoup confrontant. J'étais dans du dur, c'était une relation colérique, conflictuelle, avec beaucoup de jalousie. Tu vois, donc je rythme avec mes mains quand je dis ça parce que c'était vraiment à chaque fois ça venait taper. Tu vois. D'accord. Et j'ai une grande force qui vient certainement de mon éducation, qui est de pouvoir absorber. J'absorbe. Sauf que j'absorbe des trucs qui m'appartiennent pas. Et tu sais, c'est comme une cocotte minute. À un moment donné, la coupe est pleine et tu sens la soupape qui commence à bzz. Et ce jour-là, c'était, je me rappelle, j'étais à l'étang salé dans le bassin Pirogue là, et je dis à ma compagne,
Bon, là, ça peut plus durer. Je vais partir 4 jours à ma fat parce que là, j'en peux plus. Puis avec un ton hyper agressif, hyper accusateur, hyper, tu vois. Et ça me ressemblait pas parce que j'avais une espèce de flegme qui était une façade aussi. On s'invente des personnages même là-dedans. Et elle me regarde, elle me dit, ça va, c'est bon, t'as pas besoin de péter un câble, tu vas à ma fat, tu vas à ma fat. Puis là, il y a une espèce de blanc, moi, qui dit, non, mais tu sais, j'ai vraiment allé à ma fat 4 jours et puis je vais partir seul et puis, mais c'est bon, attends, si t'as besoin que de ça pour te calmer, tu vas à ma fat 4 jours. Et je m'attendais pas à ça comme réaction parce que elle était tellement jalouse, elle était tellement possessive. Et là, j'ai pris mon masque et mon tuba et je suis allé faire des longueurs dans le bassin. Tu vois, j'étais en colère, j'étais là, mais je vais vraiment y aller. Et puis de toute façon, elle va voir. Et puis j'étais là. Et puis au bout d'un moment, ça a fait pouf, tu vois, dans l'eau. Et je suis sorti. Et c'est vraiment la première fois que je vivais cet orage avec la conscience, tu vois, de ce qui se passait en moi. Et puis je suis sorti, voilà, je me suis rhabillé, j'étais toujours dans une forme de colère, mais c'était plus par habitude. Hein. Je voulais montrer que j'étais en colère. Tu vois, si tu t'installes dans un personnage, c'est très drôle d'ailleurs quand tu le vois après. Et puis je rentre, et puis la semaine passe, et puis elle me dit, bon, tu vas quand à ma fat? Et puis là, je lui dis, non, mais c'est bon. Et elle me dit, mais comment ça, c'est bon? Je dis, non, mais c'est, en fait, j'avais juste besoin de m'exprimer. Et en fait, la seule autorisation que je me suis donnée, c'était d'exprimer mon mécontentement. Et l'autre, au lieu de me dire, qu'est-ce que tu vas faire à ma fat? Et non, je te laisserai pas partir. Elle a eu l'intelligence de me dire, vas-y. Et là, en fait, ma colère que j'avais fabriquée de toutes pièces, elle est retombée comme un soufflet puisqu'il n'y avait pas de prise. Donc, dans ces expériences, je me suis rendu compte que souvent, je me racontais une histoire. Et que j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille visiter quelque chose jusqu'au bout. Donc, j'étais faire des expériences mystiques, de vivre des éveils. Mais tout ça, ça t'amène nulle part. Alors oui, ça t'amène à des sensations dans lesquelles tu as l'impression d'avoir rencontré la vérité, l'impression d'avoir rencontré, mais l'impression, donc tu vas imprimer quelque chose. Et après, tout ce que tu développes, c'est la nostalgie de l'instant. Comme dirait James Cornfield, après l'extase, la lessive. Et c'est toujours ce qui se produit. Tu vis une extase, derrière, tu peux être sûr que tu vas rentrer dans la machine à laver. Donc, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que j'ai fait ce choix expérientiel parce que c'est mon mode d'apprentissage. Voilà, je le sais, dans mon karma, entre guillemets, c'est comme ça que je fonctionne dans cette vie. Donc, j'ai décidé de vivre ça. Par contre, ou en même temps, pour jamais opposer, c'est un chemin qui est empli de souffrance. Tu vois, j'ai bousillé mon corps. Alors ensuite, j'ai fait vraiment un chemin de résurrection et je me suis guéri. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus la nécessité de passer par là. Je le vois dans les accompagnements. Quand j'ai débuté la thérapie, l'accompagnement thérapeutique, la vibration n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en harmonie avec l'énergie de Gaïa, de la Pachamama. Et on n'a plus besoin, ou beaucoup moins besoin, d'aller dans du dur. Et pour moi, c'est vraiment la bonne nouvelle. D'ailleurs, quand on regarde tous les écrits de toutes les traditions, il n'a jamais été question de souffrir. Si tu me trouves un écrit qui me dit il faut souffrir, si c'est un maître qui l'a dit à un moment donné, il faut passer par la souffrance. Je crois même que Osho l'a dit à un moment donné, et c'était son mode de fonctionnement, parce qu'il y a eu des périodes dans les chemins d'éveil où il fallait passer par crier, taper des pieds, et faire des trucs, se scarifier. Ok, il y a plein de traditions. Mais aujourd'hui, je pense que déjà la mutilation, c'est fini. On a déjà mutilé suffisamment la planète, les êtres vivants, voire même les morts. Tu vois? Donc, quand je parle de respecter, j'ai la sensation, depuis 2 ans, que on a un chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, et qu'à partir du moment où on arrête de se la raconter, qu'on va juste embrasser une autre vérité que celle qu'on s'est racontée pendant tout ce temps-là, ça se fait. Et j'ai des gens qui viennent me voir et tu vois, en un atelier, c'est fait. Mais vraiment, c'est fulgurant, tu vois. Et les gens me disent, ah ouais, moi j'ai une histoire terrible, et si vous saviez, j'ai été abusé, puis ensuite mon beau-père, et puis mais ensuite ma belle-mère, et puis mon père, et puis mon oncle, et puis mon chien, et puis c'est pas possible, je peux pas partager ça.
Et en fait, quand ils viennent dans la réalité de ce qui est, pas des histoires qui sont racontées, mais en fait, l'énergie, elle est pas à cet endroit-là, quoi. L'endroit qui s'est figé en eux, il s'est figé à un endroit qui est souvent beaucoup plus simple, peut-être même beaucoup plus anodin, et que tout le reste, c'est la dentelle que j'ai tissée autour, quoi. Donc, arrêtons de vouloir à tout prix souffrir, à tout prix trouver des boucs émissaires. On n'en est plus là. Et quand je vois aujourd'hui à quel point, avec ce qui se passe, on cherche des boucs émissaires, et c'est Éric Laudière qui m'a formé, qui le disait dans une conférence il y a quelques jours, il disait « What ?» Tu vois, c'est le seul bouc émissaire, c'est nous-mêmes. Si tu accuses quelqu'un, c'est juste que tu n'accueilles pas une partie de toi-même. Donc, est-ce que tu peux juste avoir le courage d'aller rencontrer le Marc qui, en ce moment, sent qu'il est enfermé ou qui se raconte qu'il est enfermé et remettre de l'harmonie, de la paix à cet endroit-là? Pour moi, le seul mensonge qu'on est en train de vivre, c'est celui qu'on se raconte. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est magnifique ce que tu nous dis, parce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, presque de dire que la souffrance est un mensonge. Parce que là, c'est presque les derniers mots que tu as employés, ce mot mensonge. Et tu nous as parlé justement de la souffrance. Est-ce qu'on en arriverait à cela? Que la souffrance est un mensonge? Si tu regardes les enseignements bibliques suivant vos traditions, je vais prendre l'enseignement de la Bible, de l'Ancien Testament et de la Genèse de Adam et Ève. On se rend compte qu'il y a eu des traditions complètement erronées et qu'à un moment donné, effectivement, Adam croque la pomme de l'arbre de la connaissance et donc crée la séparation. Et en fait, c'est juste une expérience. Et il va juste vivre la dualité, c'est-à-dire cette partie de lui qui est séparée de l'unité. Donc, c'est une projection de lui-même. Et c'est ce qu'on vit finalement. Tu es la projection d'une partie de moi. La personne qui partage ma vie est une projection d'une partie de moi. Et c'est juste pouvoir à nouveau accueillir ces parties de moi. Mais il n'y a pas de souffrance. C'est juste le dogme qui, à un moment, a nommé le péché, a dit le péché originel et l'a développé ensuite avec les 7 péchés capitaux. Et c'est marrant parce qu'on est dans la semaine sainte, tu vois, on entre aujourd'hui dans la semaine sainte avec ces 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, c'est l'avarice, tu vois, on est dans le premier jour, l'avarice. Qui a décidé qu'aujourd'hui, l'avarice était un péché? Je pense pas que ça soit un Dieu omnipotent et omniscient, hein, qui voulait nous accuser d'être des avares. Par contre, regarde, ce qui est génial, c'est qu'on a même été jusqu'à créer des pièces de théâtre Molière, l'avare, qui pointe du doigt un archétype qui est de cette personne qui est Griffe-Sous. Alors même, on le retrouve en bande dessinée avec Picsou, quand on est gamin, et qui développe chez nous une sensation que si tu ne possèdes pas de l'argent, tu ne peux pas réussir. Et regarde dans le contre-pouvoir, tu as Donald, qui est cette espèce d'incapable incompétent, qui est toujours rabaissé par Picsou, les Riri, Fifi, Loulou, qui sont les trois petits chérubins qui font de leur mieux pour rabibocher, et on est vraiment en plein compte. Mais c'est pas ça l'histoire, tu vois? Donc on nous a raconté des souffrances, et on te dit que tant que t'as pas une banque fermée avec tous tes sous à l'intérieur, t'es pas heureux. Et puis même quand t'as une banque, t'as les raptous qui arrivent et qui te dépossèdent à chaque fois, tu vois? Donc c'est juste génial. C'est clair. Et ouais. À quel point on voit la souffrance, c'est que celle que tu décides de vivre, tu vois? Si tu décides, tu dis, tu arrives pas à nommer que ta valeur, c'est la peur de pas être aimé. Ça, c'est par exemple une des peurs que j'ai, la peur de pas être aimé. Si tu la nommes pas, que tu es dans le déni, qu'est-ce que tu vas rencontrer dans ton quotidien? Des gens qui vont pas t'aimer ou qui vont te dévaloriser. Et donc, tu vas souffrir, puisque c'est ce que l'univers veut, que tu retrouves l'harmonie à tout prix. La vie veut l'harmonie. Tu n'as qu'à observer la nature. Regardez ce qui s'est passé pendant le premier confinement. On a tous été amenés à observer la nature. On s'est rendu compte que tous les animaux revenaient à la vie. Ils n'avaient jamais été bien loin, hein, mais ils reprenaient leur place. Qu'il y avait un silence, qu'il y avait une musicalité qui se recrée sans rien changer. C'est juste qu'on arrêtait d'être dans du bruit, bla 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 bla. Et si on met ça à un niveau beaucoup plus global, hein, c'est mon approche, la systémie. Donc on s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, il y avait une harmonie qui se recrée au niveau de la planète.
Moi, j'ai vu au niveau du lagon des espèces de poissons de coraux que je n'avais plus vus depuis 5 ans, en l'espace de 2 mois, pour te dire à quel point la vie se régénère, sans aucune souffrance. Donc, ça signifie bien à un moment donné qu'il n'y a que moi qui décide de dire oui à la souffrance. Il n'y a que moi qui décide de dire oui à la personne qui me dévalorise en permanence. Oui à la personne qui décide de pas m'aimer. Oui à la personne qui décide de m'accuser. Il n'y a que moi qui décide de dire oui. Par contre, si je pose ma limite, j'arrête la souffrance. Alors par contre, je serai peut-être seul. Mais être seul ou être avec une personne qui me dévalorise et qui ne m'aime pas, j'ai fait l'expérience. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce que j'ai fait l'expérience, je choisirais de plus souffrir. Mais aujourd'hui, alors peut-être que j'ai besoin de passer par l'expérience. Ouais. Voilà. De la souffrance pour sentir que j'ai plus besoin de souffrir. Mais si vous l'avez senti une fois, cette souffrance, lâchez-la. Tout à fait. Et du coup, ce que je retiens dans ce que tu nous dis, parce que j'aime quand même aussi qu'à travers les différents partages, on puisse en ressortir avec des conseils et quand même du concret aussi sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent se dire qu'actuellement, elles ressentent cette souffrance-là. Et que, ok, beaucoup de personnes leur disent, mais lâche prise, c'est le terme à la mode aussi, lâcher prise. Alors j'en ai un autre de terme. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. J'en ai un autre que j'ai découvert la semaine dernière. Alors je sais plus par qui il est venu et je m'en excuse. Je sais pas si c'est par Isa Padovani ou par quelqu'un d'autre, mais voilà, quelqu'un que j'aime bien. Et il disait arrêtez avec ce lâcher prise. C'est pas lâcher prise parce qu'en fait on sait pas à quoi on est attaché ou on veut même pas le nommer, d'accord? Donc si t'as pas le courage de nommer ce à quoi t'es attaché, et c'est possible, c'est peut-être pas encore le moment pour toi. Au lieu de lâcher prise, laisse venir. Tu vois, c'est juste, on change la vision. Lâcher prise, non, laissez venir. Laisse venir à toi l'amour, laisse venir à toi une valeur qui vibre à l'intérieur de toi, laisse venir en toi, là tu me parlais de soleil avant qu'on commence, laisse venir à toi le soleil, et puis réjouis-toi qu'il fasse beau, et nourris-toi de ça, laisse venir. Ensuite, si la personne elle est courageuse, en fait, moi j'appelle pas ça du courage, mais c'est simplement de la lucidité, elle peut prendre une feuille de papier et commencer en toute humilité, après quelques profondes respirations. Si vous avez jamais fait de cohérence cardiaque, je vous invite sur YouTube à regarder cohérence cardiaque. Vous faites ce petit exercice qui permet de guérir 80% des mal-être de l'humanité. Si les médecins généralistes les prescrivaient, ça permettrait effectivement à beaucoup d'antidépresseurs d'être vendus. Vous vous posez dans cette cohérence cardiaque, vous respirez, et après vous prenez une feuille de papier et vous commencez à vous poser la question, à quoi je suis attaché? Ou qu'est-ce qui m'attache? Et en écriture automatique, voilà, vous commencez à lister. Ou tu peux dire à la variante, c'est de quoi j'ai peur? Ou qu'est-ce qui me manque? Voilà, c'est autant de variantes suivant notre mental. Ouais. Et tu listes. Voilà. J'ai peur de ne pas être aimé. Je manque d'amour, c'est la même chose, mais tu vois. Je suis attaché au passé. Je me sens redevable. Ça, c'est aussi des loyautés. Tu vois, tu peux lister tout ça. Allez, tu laisses couler jusqu'à ce que tu t'arrêtes d'écrire. Tu peux aussi marquer des temps de pause entre chaque pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis, tranquillement, tu vas te mettre en place un petit programme, un autoprogramme, où chaque jour, tu vas prendre un temps pour toi, 5-10 minutes, un quart d'heure, suivant le temps que tu as envie de t'octroyer. Et puis, tu vas venir t'arrêter sur ce que tu as noté, une seule chose, ou deux maximum. Et tu vas venir visiter ça. Tu vas te mettre dans la sensation. C'est quoi la peur de ne pas être aimé? Tu vas laisser venir des images et tu vas venir rencontrer ça. Voilà, alors moi, si je me connecte à ça, tout de suite, ce qui vient, c'est l'image de ma mère. Voilà, donc, j'imagine qu'il y a une mémoire transgénérationnelle. Et si je connais son histoire, donc c'est facile, effectivement, elle n'a pas été aimée par sa mère. Donc, il y a quelque chose que je sais que je suis allé libérer. Et maintenant, je le sais, donc voilà. Et du coup, je peux aller m'adresser à ma mère en disant, écoute, ça, c'est ton histoire. Si tu n'as pas été aimé, par contre, je peux te rendre ça. Donc, vous pouvez imaginer lui offrir une bougie qui représente ce manque d'amour
et juste lui rendre et lui dire merci de m'avoir donné cette information, et de prendre un coussin et de le mettre contre vous et d'imaginer que ce coussin, c'est un plein d'amour, un plein total. Et vous venez le poser contre votre cœur, contre votre ventre, et puis vous venez respirer avec ça jusqu'à sentir totalement le plein qui est là. Et c'est ce double mouvement à initier pour chaque chose. C'est relâcher ce dont je n'ai plus besoin, c'est-à-dire ce manque, cet attachement. Et ce qui est vraiment important, et ça vraiment c'est une clé, c'est venir remplir tout de suite, juste après, par, ça peut être un chant, ça peut être un coussin, ça peut être... alors prenez pas votre enfant, parce que votre enfant, il n'est pas là pour compenser, hein, d'accord ? Parfois, vous verrez, si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez des chats, les chats peuvent venir à ce moment-là. C'est normal parce que les chats sont des puissants guérisseurs. Ouais. Donc vous faites un câlin à votre chat. Voilà. Par contre, s'il n'est pas là, vous n'allez pas le chercher pour le prendre de force. Hein ? Si vous aimez la musique, vous pouvez jouer du piano, mais venez vous remplir d'une harmonie. Ce qui est important, hein, on parle dans ton podcast d'harmonie, donc c'est vraiment important à partir du moment où j'ai lâché la disharmonie, le dysfonctionnement, de venir le remplir par une harmonique. Voilà. Et je m'installe dans cette harmonique jusqu'à sentir le plein. Donc prenez un objet, prenez un coussin, prenez une photo de vous-même, mettez-vous face au miroir, respirez face à vous-même, une musique que vous aimez beaucoup, une danse, allez vous baigner, mettez-vous dans l'eau et puis allez dans la forêt, faites un câlin à un arbre jusqu'à sentir le plein. L'important, c'est à chaque fois d'aller jusqu'au bout de cette sensation de se sentir en rempli. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce programme, qui va durer le nombre de mots que vous avez notés sur votre feuille, donc ça peut être une semaine, 15 jours, parfois plus, peu importe, vous pouvez le faire sur plus longtemps, hein, vous pouvez le faire tous les 2 jours si vous avez envie, mais la forme de discipline, elle est importante parce qu'elle amène une régularité. Vous allez voir qu'en vous s'installe vraiment cette notion du plein. Et du coup, quand je vais aller dans la vie, je vais aller rencontrer l'autre à partir de mon plein et non plus à partir de mon manque, non plus à partir de cette sensation de vide. Et ça, c'est super important. Et je pense que s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce podcast, même s'il a été extrêmement riche et je t'en remercie, c'est rencontrer l'autre à partir de son plein, ça change tout. Parce que la personne que je vais rencontrer en face de moi n'est plus là pour compenser quelque chose. Donc, je ne vais plus être en dépendance vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Je vais le rencontrer à l'endroit où il est plein aussi. Et si à un moment donné, je rentre en conflit avec lui parce que je sens que, par exemple, il y a une partie de lui qui n'est pas remplie, je n'ai pas à compenser dans son vide. Par contre, je peux lui dire, voilà, il y a un espace en toi que je sens vide ou en manque. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour le remplir ? Alors, je peux t'ouvrir mes bras en conscience et pourquoi pas même jouer le temps d'un instant le rôle de ton père ou de ta mère et te prendre dans mes bras avec cette énergie-là, comme on le fait en constellation. Mais je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Donc, je peux le faire de l'espace d'un instant et c'est nommé. Mais je suis pas là pour ça. Je suis pas ton thérapeute. Je suis ton amant, je suis ton mari, je suis ton compagnon, je suis ta chérie. Mais je suis pas là pour te soigner. Mais par contre, je peux être aussi présent en soutien si tu en as besoin. Et du coup, à cet endroit-là, on va pouvoir enfin se rencontrer d'adulte à adulte, de responsable à responsable, de plein à plein. Et on sera dans un état de paix. Donc tout ce mensonge qu'on se raconte en ce moment, tous ces boucs émissaires, toutes ces théories du complot qu'on émet pour essayer de se chercher des excuses, elles vont disparaître par elles-mêmes parce qu'on sera en paix avec nous-mêmes. Et quand tu es en paix avec toi-même, tu ne génères plus de conflits. Donc inévitablement, tu ne projettes plus de conflits dans le monde. Et c'est ça qu'essaient de nous dire tous les maîtres en parlant de paix intérieure. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc remplis-toi, et non pas avec du chocolat, avec du porno, avec de la drogue, avec des cigarettes, avec des jeux vidéo. Fais un vrai plein de présence, de conscience, de nourriture, on va dire incarnée. Et quand tu sens que tu es plein, là, tu peux aller à nouveau dans le monde. C'est l'expérience qu'ont vécu beaucoup de personnes en confinement. Ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Ils ont été obligés de rencontrer, ou ils se sont autorisés à rencontrer ces parties d'eux-mêmes et d'aller faire de plein. Voilà, parce qu'il y avait
Moi, ça a été mon cas. J'ai fait le plein en danse, par exemple. Voilà, j'avais une amie, Bruneuil Divrande, qui fait Stellar Medicine Dance, qui a proposé des choses extraordinaires et c'était allé vraiment remplir et en même temps libérer des zones qui avaient besoin d'être libérées et en même temps remplir ce qui avait besoin d'être rempli par des formes de médecine qu'on appelle la danse, la musique, le chant. Voilà, donc trouvez votre média. Et quand vous trouvez votre média, vous pouvez faire un plein beaucoup plus facilement. Super. Donc c'est magnifique parce que dans ce que tu viens de m'expliquer aussi, j'ai vraiment vu comme si voilà la boucle est bouclée, si je peux dire, par rapport à ce que tu avais commencé au début du podcast où il y avait cette notion, tu nous as expliqué justement, ok, on peut partir par exemple de la peur en quelque sorte que l'on a au départ justement de la naissance, la souffrance qu'il y a pu avoir justement l'acte de naissance, tu me disais, et qu'à partir de là, il faut justement commencer à chercher, à l'explorer cette peur, aller y trouver les points d'appui, les points de recouvrement justement qui vont nous permettre de mener et d'aller construire quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus en accord avec soi, beaucoup plus en accord avec ses valeurs. Donc d'arriver à cela. Et j'ai l'impression que dans la méthode que tu nous as donnée, parce que pour toi, par exemple, tu as pu aller trouver ces différents actes dans l'expérience et justement d'aller à l'extrême, en quelque sorte, à certains moments, d'aller, comme tu l'as expliqué, faire des choses où tu nous as donné l'expérience de la boulimie, par exemple, où toi, tu es parti au niveau physique, vraiment l'expérimenter, et qu'aujourd'hui, il est plus nécessaire de passer par là parce que les énergies de Gaïa, justement, aujourd'hui, nous permettent une fluidité, permettent de faciliter ce travail où maintenant, aujourd'hui, tu nous as donné la procédure à suivre, comme tu nous as dit, de laisser venir déjà, premièrement. J'ai retenu les 3 points que tu nous as donnés. Premièrement, laisser venir. Nommer en deuxièmement. Premièrement, je dirais s'observer. Tu vois. Vraiment, d'abord, c'est s'observer. Ça, c'est hyper important. Prends le temps de s'observer. Yes. Donc, ensuite, je rejoins. Ouais. Donc, ensuite, c'est vraiment laisser venir. Yes. Donc, premièrement, justement, de l'observation. C'est vrai que c'est d'abord, en plus, ce que nous a parlé au tout début du podcast. Deuxièmement, de laisser venir. Troisièmement, donc, de nommer et d'avoir la lucidité, justement, de nommer, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut créer justement une contrariété en moi? Et ensuite, quatrièmement, d'aller la visiter. Donc, et de voir un petit peu les différentes sensations qu'on peut avoir, les différentes images qui peuvent venir. Et justement, de pouvoir après, à ce moment-là, quand on a ressenti un peu comme un manque, d'aller le remplir, justement, de se libérer, on va dire, de ce manque, et de le remplir et d'arriver justement à nouveau cette sensation de plein, et qui est vraiment pour toi la clé, en fait. C'est d'aller toujours jusqu'au bout du processus. Donc, on part de la souffrance pour en arriver jusqu'au plein. Et on part toujours de la sensation. Faut jamais oublier qu'effectivement, c'est notre corps qui est notre meilleur indicateur, notre meilleur baromètre. Et c'est vraiment le génie, je dirais, des constellations familiales. C'est que par rapport à plein de chemins que j'ai pu emprunter, c'est vraiment le corps qui est notre guide et qui, du coup, il se trompe pas. C'est pas du mental. Tu vois, le corps ne raconte jamais d'histoire. Et même si à un moment donné, on veut se la raconter, il va nous rattraper et il va nous dire la sensation. Et le principe, c'est embrasser, relâcher et recevoir. J'aime beaucoup, tu vois. J'embrasse cette souffrance ou cette illusion ou cette sensation. Je l'embrasse, je la prends à plein avec moi. Je lui dis merci d'être là, je te reconnais, je te donne ta place, tu as eu ton importance et c'est génial. Grâce à toi, j'ai vécu ça, même des expériences extrêmes, folles, etc. Maintenant, je te vois et c'est bon, j'ai fait cette expérience. Je te rends, je te relâche. Donc, il y a vraiment ce mouvement à l'expire, tu vois. Je te relâche et je te rends même, si ça appartient à quelqu'un, à mon passé, je te relâche et je te dis merci. Il y a vraiment une gratitude. Et puis ensuite, c'est j'accueille, je reçois. Et là, j'inspire le nouveau. J'inspire cette nouvelle vie qui vient en moi. Et là, c'est vraiment cette notion de je fais le plein et je peux aller vraiment jusqu'à vraiment sentir mes cellules, mon cœur battre, mon ADN, quelque chose qui se restructure à l'intérieur de moi. Vraiment. Super. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, c'est une magnifique conclusion aussi pour à nouveau cette notion de respiration aussi que tu nous as encore. Donc, tu as conclu un peu là-dessus. Et ça a vraiment été très riche. Franchement, Marc, merci beaucoup parce que là, on a abordé beaucoup de thèmes et tu nous as donné vraiment beaucoup de conseils.
beaucoup de tips que je pense que beaucoup de personnes peuvent justement ressortir de ce podcast avec des idées, des pistes pour pouvoir justement mieux incarner leurs valeurs. Et je te remercie pour cela. Avant de conclure, j'aimerais quand même te poser une dernière question. C'est si tu étais à ma place et que tu aurais aimé te demander quelque chose, mais que moi, je ne t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce soit? Si j'étais à ta place, ça pourrait être une constellation, ça, en plein. Ça aurait été qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ta vie? Dans la notion de qu'est-ce qui te nourrit le plus? Voilà, ça serait ça la question. Ok. Et du coup, brièvement, si tu pouvais nous donner, toi, la réponse que tu aurais à cette question. Il y a une question que je me pose au quotidien et qui est devenue comme un mantra pour moi et qui est vraiment un baromètre que j'aimerais vous partager, c'est toujours se poser cette question. Qu'est-ce qui nourrit ma joie? Pourquoi ça? Simplement parce que le péricarde, le muscle du péricarde, du cœur, c'est celui qui nous permet de rester toujours ouvert. Et si je fais des choses qui ne nourrissent pas ma joie, ça ferme mon cœur. Donc, pour moi, j'ai vraiment besoin dans mon quotidien de faire au moins une pratique qui va nourrir ma joie, qui va me permettre de me sentir vivant, vibrant, qui va nourrir mon émerveillement. C'est Christian Bobin, que j'aime énormément, qui parle beaucoup de cette notion d'émerveillement. Donc, offrez-vous au quotidien le temps de vous poser cette question et de sentir où est ma joie, qu'est-ce qui nourrit ma joie, qu'est-ce qui m'émerveille. Et si vous ne trouvez pas la réponse, pour le coup, cherchez-la. Et ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être, je déguste un café, je me pose dans mon canapé, je joue avec mon enfant, je fais l'amour, je vais respirer un arbre. J'ai pas besoin d'un truc extraordinaire. J'ai juste besoin de rester relié à la vie. Magnifique. Et ça, je le note vraiment pour moi aussi parce que je pense que là, ces dernières semaines, ça a vraiment été quelque chose que moi, j'avais un peu ces questionnements-là. Et là, ça résonne beaucoup ce que tu me dis parce que c'est un peu si je peux dire, ce que j'ai pu moi-même retrouver ces derniers jours. Vraiment cette reconnexion et l'importance de ressentir cette joie au quotidien. Vraiment aussi où j'ai pu me rendre compte que j'ai pu délaisser cette part-là de moi et que je me suis reconnecté à ça et je vois le changement concret, palpable que ça fait dans ma vie dernièrement. Donc, clairement... Tu vois, je suis juste ton reflet. Ouais. Une fois encore, tu m'appelles juste et je suis juste la réverbération et peut-être l'amplification de ce que tu es en train de vivre. Ouais. Voilà, on est juste ça pour l'autre. Et merci, parce que c'est ça la richesse. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à nommer et que grâce ou par l'intermédiaire de l'autre, eh bien, on va arriver à le nommer, à le verbaliser, à l'entendre. Et c'est ça la magie. Et je suis au service de cette âme qui agit, de ton âme qui agit à travers moi. Ouais. Alors, en tout cas, c'est vraiment un échange très, très riche. Et encore, je le redis, franchement, ça va être un plaisir pour moi de réécouter à nouveau notre échange. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais moi-même personnellement retirer aussi de tout ce que tu as dit. Avant de se quitter, Marc, est-ce que pour les personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi, te rencontrer ou bien même échanger avec toi ou bien même juste te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, c'est très simple. Sur Facebook, la page de l'association Thérapie, c'est @974 Terre, TE2RE, Happy, HA2PY, donc Terre Joyeuse. Ensuite, il y a un site internet qui s'appelle www.terre-happy.org. Et puis, vous verrez, il y a toutes les propositions qui sont faites pour l'instant sur l'île de la Réunion. Il y a un cycle de formation qui s'ouvre à partir du 14 juin pour les personnes qui souhaitent se former aux thérapies transgénérationnelles et à la vision systémique, la fameuse voie de l'aigle dont on parlait en début de ce podcast. Donc, c'est l'école de la voie de l'aigle. D'accord. Il reste encore quelques places. Et puis, la vie va me ramener progressivement à venir animer ou co-animer en métropole des ateliers. Donc là aussi, je reste très ouvert à des propositions qui pourraient m'être faites par des personnes qui sont déjà en métropole. Comme je dis toujours, il suffit d'être 8 personnes pour avoir un échantillon représentatif et pouvoir vivre ensemble une expérience de libération des mémoires transgénérationnelles.
une expérience justement de réharmonisation de nos énergies. Et je trouve que c'est un chouette moment. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aussi 974thérapie@gmail.com et j'aurai grand plaisir à vous répondre. Super. De toute manière, voilà, toutes les informations seront dans la description du podcast sur les différentes plateformes à chaque fois. Marc, super. Merci pour ce temps, c'était vraiment joyeux. Ouais, merci. Je te souhaite pour toi beaucoup de gratitude dans ce partage. Merci. Beaucoup de réussite dans ce que tu vas. Et moi, je te souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes, je vous souhaite vraiment le meilleur de ce qui est là déjà et de ce que vous allez générer dans vos vies. Voilà, c'est en restant avec vous-même, en vous rencontrant, qu'on arrivera à se rencontrer totalement. Donc, merci pour tout ce que tu entreprends et tout ce que chacun vit, ne serait-ce qu'en écoutant, en partageant ce podcast. Merci. Super. Nickel. Je trouve ça merveilleux pour conclure. Voilà. À tout bientôt. Joie. Joie dans vos cœurs, joie dans vos vies. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, 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 bye bye.